Bienvenue dans le débat consacré au rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël. Cette semaine, le ministre du Tourisme israélien, Haïm Katz, s'est rendu en Arabie saoudite, une première. En parallèle, un ambassadeur saoudien a été envoyé en Cisjordanie, une visite là aussi inédite. Premier ambassadeur saoudien auprès de l'autorité palestinienne depuis plus de 30 ans. La semaine dernière, Joe Biden a invité Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche pour évoquer un accord tripartite avec l'Arabie saoudite. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, MBS, a affirmé sur la chaîne Fox que son pays et Israël se rapprochaient tous les jours, a-t-il dit, d'une normalisation de leurs relations. Interrogé par ailleurs sur la perspective que l'Iran se dote d'une arme nucléaire, il a averti que Riyad serait alors contraint de faire de même. Se rapproche-t-on alors d'une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël, voire d'un accord, et à quelles conditions? Quelles sont les motivations de Joe Biden? Quelles conséquences un tel rapprochement peut-il avoir dans la région? Quelles retombées stratégiques? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS, et également chercheur associé à l'IRIS. Bienvenue à vous. En face de vous, Clarence Rodriguez. Bonsoir Clarence, bonsoir, consultante, ancienne correspondante en Arabie Saoudite pour plusieurs médias, dont le nôtre, d'ailleurs, dont France 24. Bienvenue Clarence. Martine Gozlan est avec nous. Bonsoir, grand reporter à Marianne. Bonsoir. Et également écrivaine. Bienvenue. Karim Sader est avec nous en duplex de Beyrouth. Bonsoir, politologue, consultant, spécialiste des pays du Golfe. Bienvenue à vous. Vous pouvez poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux au hashtag débat F24 et vous pouvez le faire tout au long de cette émission. Cette semaine, je le disais, le ministre du Tourisme israélien s'est donc rendu en Arabie Saoudite et en parallèle, un ambassadeur saoudien a été envoyé en Cisjordanie. Là aussi, c'était une visite inédite. On va d'abord faire un point en image avec Kevin Battista. Il est venu pour rassurer l'autorité palestinienne. Naïef al-Soudairi est le nouvel ambassadeur saoudien auprès des territoires palestiniens. Après un entretien avec Mahmoud Abbas ce mardi à Ramallah, il précise. Son Altesse, le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a évoqué il y a quelques jours à New York l'importance de la question palestinienne pour le royaume d'Arabie saoudite, sur la base de la solution à deux États. Et si Dieu le veut, l'État de Palestine sera créé avec Jérusalem-Est pour capitale. Cette visite d'une délégation saoudienne en Cisjordanie, une première depuis 30 ans, intervient alors que le même jour, Riyad reçoit le ministre israélien du Tourisme. Un signe du rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite, évoqué à demi-mot par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il y a 50 ans, la plupart des pays du Moyen-Orient étaient unis dans leur animosité à l'égard d'Israël. Alors qu'aujourd'hui, de nombreux États du Moyen-Orient souhaitent faire la paix avec Israël. Selon des sources diplomatiques, le réchauffement des relations entre Tel Aviv et Riyad serait fortement encouragé par Washington, allié des deux capitales. Joe Biden, candidat à sa réélection, pourrait ainsi compléter les accords initiés par son prédécesseur, Donald Trump. Il y a 3 ans, les accords d'Abraham avaient abouti à une normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Voilà, on va écouter le ministre des Affaires étrangères palestinien. C'était il y a 2 jours, juste après l'entrevue justement de l'ambassadeur saoudien avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Pour moi, il s'agit d'un moment historique pour les relations spéciales qui unissent l'Arabie saoudite et l'État de Palestine. Cette étape rapproche considérablement les deux pays, les deux peuples et les deux dirigeants et reflète les relations historiques entre l'Arabie saoudite et la Palestine. David Rigoulet-Rose, est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé cette semaine est historique ? Oui, à plus d'un titre, c'est incontestablement une accélération du rapprochement qui est à l'œuvre entre l'Arabie saoudite et Israël, qui n'est pas nouveau, hein. Il y a des liens, des relations déjà qui étaient plus ou moins discrètes depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années, notamment en termes sécuritaires. Mais là, il y a un affichage et une scénographie qui effectivement est manifestement
précisément faite, parce qu'il s'agit, là en l'occurrence, il s'agit de rassurer les Palestiniens. C'est quand même ça en partie, parce qu'il il y a un doute, hein, il y a un gros doute de la part des Palestiniens qui l'ont dit, puisque les accords d'Abraham, ils avaient été considérés de leur point de vue comme un coup de poignard dans le dos. Et là, si l'Arabie Saoudite effectue cette normalisation, il faut voir à quelles conditions, mais ce serait un game changer au Moyen-Orient, parce que l'Arabie Saoudite, c'est un poids lourd. C'est le poids lourd économique du monde arabe, c'est le pays gardien des 2 lieux saints, donc il y a une caisse de résonance au niveau de la Houma, de la communauté des croyants. Donc évidemment, ce serait quelque chose d'absolument considérable. On va revenir sur les accords d'Abraham. Et Clarence, vous qui avez vécu très longtemps quand même en Arabie Saoudite, d'abord racontez que historiquement, un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, c'est pas tout à fait normal. Enfin, ils n'ont pas de relations diplomatiques depuis très longtemps. En fait, c'est quoi l'origine historique du fait qu'il n'y ait pas de lien entre ces deux pays? Absolument. On peut parler d'ailleurs aujourd'hui d'union sacrée, enfin, si toutefois ces accords aboutissent en tous les cas. Mais il faut savoir aussi que là, le prince héritier Mohammed bin Salman donne un grand coup de pied dans des principes, si vous voulez, séculaires. Mais également, alors ce que l'on voit nous à l'international, sur la scène internationale, ça ne veut pas dire que la population saoudienne adhère à ce que fait aujourd'hui Mohammed bin Salman. Il faut quand même le dire, parce que nous, on le voit, si vous voulez, extérieurement, en se disant pourquoi pas, il peut y avoir un accord entre Israël et Mohammed bin Salman, mais il faut regarder ce qu'il y a derrière, si vous voulez, cette gesticulation, si vous voulez, de la part du prince héritier Mohammed bin Salman. Parce qu'il faut revenir à une chose, c'est quand même... Tout ça est un peu économique de la part du prince héritier Mohammed bin Salman. N'oublions pas, il a son plan Vision 2030. 2030, c'est dans 7 ans. Donc, il a besoin, en fait, de draguer avec tout le monde. Et les Israéliens font partie, justement, de ces investisseurs qu'il faut récupérer pour les projets Neom, les projets pharaoniques, The Line. Enfin, voilà. Donc, donc pour des considérations économiques, il met de côté, je dirais, l'histoire un peu conflictuelle. Et la religion. Absolument. C'est ça, en fait, qui les oppose véritablement, ces deux pays? C'est-à-dire que Israël et l'Arabie Saoudite. L'Arabie des Saouds, avant MBS, c'était le salafisme, c'était vraiment le djihadisme, le berceau de la haine avant MBS. C'est-à-dire il est en train d'essayer de faire éclater cette bulle sur laquelle s'est appuyée la détestation des Juifs. Il faut quand même savoir qu'en ce moment, il y a des archéologues qui sont en train de travailler sur l'oasis de Haïbar, qui était une oasis juive, et que dans les slogans antisémites et violents des djihadistes, c'est quand même Haïbar, juif, souviens-toi de Haïbar. Bon, ça, je fais une insiste parce que c'est très, très important, parce que effectivement, sur le plan idéal, sur le plan de ce qu'on espère tous, c'est-à-dire la fin de la haine, c'est important. Maintenant, je vais introduire quand même, pour revenir sur l'affaire géopolitique, quelques nuances. Parce que accélération, bien entendu, mais une accélération semée d'embûches. Parce qu'on voit bien qu'à la fois, tout le monde fait semblant de dire la même chose et que personne ne dit la même chose. Parce que si l'on entend brièvement le représentant donc, saoudien en Cisjordanie nous parle de 2 États, d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, ce que MBS n'a jamais dit. Il parle d'une amélioration de la vie des Palestiniens et on ne fait pas du tout référence au plan de 2002, si j'ai bonne mémoire, du roi Abdallah. C'est-à-dire, personne ne dit la même chose. Et par ailleurs, on va y revenir certainement au cours de l'émission, il y a toute l'affaire de l'accord sur le nucléaire civil pour l'Arabie Saoudite. Et voilà. Négocier avec les Américains, ça. Karim Sader, justement, un mot peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Aussi sur ces accords d'Abraham, qu'on explique bien aussi aux téléspectateurs. C'était des accords selon lesquels Israël avait établi donc, des relations diplomatiques en 2020 avec 3 pays arabes. C'était sous l'égide de Donald Trump à l'époque. On va voir d'ailleurs s'inscrire Émirats arabes unis et Israël, Bahreïn et Israël. Et puis ensuite un accord avec le Soudan et le Maroc. Il y avait déjà des accords entre Israël et l'Égypte et la Jordanie. Ça, c'était avant. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et Israël se trouve dans cette continuité des accords d'Abraham?
Alors, d'abord, il ne s'agit pas d'être dans la continuité, parce que les accords d'Abraham, je le rappelle, ne présentent pas de contrepartie en échange de ce rapprochement. Or, l'Arabie saoudite ne se jettera pas dans les bras d'Israël sans contrepartie. Et je pense que ce n'est pas du tout pour demain qu'il y aura cette normalisation. MBS, qui est un homme très pressé d'habitude, est beaucoup plus prudent sur cette carte. Il avance ses pions tranquillement. Et je voudrais quand même corriger des choses qui ont été dites sur le plateau. Je suis désolé, mais d'abord, pour commencer, l'approche de modératrice ou d'ouverture envers Israël de la part du royaume saoudien ne date pas du tout d'hier. Sous le règne du défunt roi Abdallah, qui, si on compte sa régence, depuis 1995, puisqu'il a gouverné à la place de son frère qui avait été victime d'un AVC, le roi Fahd à l'époque, jusqu'en 2015, le roi Abdallah n'a eu de cesse d'avoir une approche modératrice vis-à-vis d'Israël. Je rappelle aussi sur le plateau qu'en 2002, ici même à Beyrouth, a été adoptée l'approche, l'initiative de paix arabe à l'issue du sommet de la Ligue arabe de Beyrouth en 2002, qui tendait la main à Israël, c'est-à-dire qui offrait une reconnaissance de l'État d'Israël en échange d'un retour aux frontières d'avant 1967, des territoires occupés, donc définis par la résolution 242 de l'ONU. Donc cette approche modératrice, elle a continué. Je rappelle aussi que le roi Abdallah n'a eu de cesse de combattre le Hamas contre l'influence iranienne, jusqu'à être taxé d'être pro-israélien. Et on parlait au début des printemps arabes, d'un axe Washington-Le Caire, Riyad, qui s'opposait à l'Iran et qui était en quelque sorte, de manière tacite, aligné sur les positions israéliennes, c'est-à-dire anti-iraniennes. Donc l'approche modératrice de l'Arabie saoudite et la main tendue vis-à-vis d'Israël ne date pas du tout d'hier. Aujourd'hui, MBS va-t-il signer ? À mon avis, il va être beaucoup plus prudent. Il compte monnayer cette carte à prix très fort. D'abord, qu'est-ce qui le contraint aujourd'hui de signer avec le gouvernement israélien le plus à droite de l'histoire de l'État hébreu ? Qu'est-ce qui le contraint de donner un cadeau à Joe Biden, puisque lui, Joe Biden, est pressé d'avoir cet accord pour arracher un trophée qui serait bienvenu en période préélectorale, puisqu'il concourt en tout cas pour la réélection des démocrates, sachant qu'il y a une détestation, une animosité personnelle entre les deux personnages. Le premier avait qualifié le prince saoudien. Voilà. On va y revenir. Donc aujourd'hui, MBS va attendre et surtout, il veut recevoir avant de donner. Il veut recevoir avant de donner. On va l'écouter justement, MBS. C'était sur Fox News. Voilà ce qu'il a dit. Que faudrait-il pour que vous acceptiez de normaliser les relations avec Israël ? L'administration du président Biden nous soutient dans cette démarche. Pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons la résoudre. Et les négociations se poursuivent bien jusqu'à présent. Nous devons voir où nous allons. Nous espérons qu'elles aboutiront à un résultat qui facilitera la vie des Palestiniens et qui permettra à Israël de jouer un rôle au Moyen-Orient. Pensez-vous que vous en êtes proche ? On s'en rapproche tous les jours. On s'en rapproche tous les jours, il dit. Mais alors, il y a cette constitutionnalité donc, sur justement les Palestiniens. Alors, ça reste assez vague, ce qu'il dit. Mais ça différerait tout de même des accords d'Abraham. Ah oui, ce serait de toute façon tout à fait différent, parce que là, ce serait vraiment un choc géopolitique. Si d'aventure, l'Arabie normalisée, effectivement, il se fait désirer. Il se fait désirer à la fois vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, vis-à-vis de Biden. Il peut se permettre, en ce moment, de se faire désirer, effectivement. Et il en joue. Alors, la question de la normalisation, il évoque la question palestinienne, c'est intéressant parce qu'à titre personnel, il a fait des déclarations en 2018 et dans l'Asie Atlantique notamment, où il avait finalement dit que l'État hébreu avait droit à sa propre terre, et il avait même enjoint de manière plus ou moins explicite Mahmoud Abbas d'accepter des conditions israéliennes, notamment pour que la capitale ne soit pas Jérusalem mais plutôt une banlieue, Abu Dis, en échange de fonds donnés par les Saoudiens. Et il en fait, lui, à titre personnel, il n'en fait probablement pas une question de principe, mais il doit tenir compte de son père, qui lui, alors pour le coup, est très attaché à la cause palestinienne, qui avait même recadré son fils dans le courant de l'année 2018, lors du 29e sommet arabe à Jeddah, où il avait intitulé Al-Quds, où il avait réinsisté là-dessus, et en faisant référence effectivement à l'héritage de l'initiative de Abdallah de 2002. Donc, il veut montrer qu'il est attentif à la cause palestinienne, d'ailleurs il le dit.
il dit que l'intérêt justement pour la cause palestinienne n'est pas nouveau pour lui, même si l'objectif c'est de parvenir à une paix globale, régionale, et là on rentre avec d'autres éléments, d'autres paramètres évidemment que la stricte question palestinienne. Et on rentre dans les détails, dont Karim Sader parlait. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que vous avez remarqué que chaque fois que le prince héritier Mohammed bin Salman veut faire des déclarations tonitruantes, il passe par Fox News. Chaque fois, il y a la chaîne conservatrice, un peu ça, si vous voulez, américaine. On a un peu l'impression que, si vous voulez, on assiste à un plan de com chaque fois avec le prince héritier Mohammed bin Salman. Il se met en scène, en tout cas. Toujours. En fait, il veut se montrer, il veut montrer qu'il est le maître aujourd'hui du temps. En fait. Vous avez vu, oui, comme il occupe la scène alors qu'il a des casseroles quand même. Parce qu'on est un peu amnésique parfois. Enfin, je veux pas on va y reparler justement sur l'affaire Rafidji. Juste un mot, on va écouter justement maintenant Benyamin Netanyahou qui s'est exprimé à la réunion annuelle à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc c'était un petit peu avant. Et on va voir ce qu'il dit, lui, sur les Palestiniens. Je pense que nous sommes proches d'une avancée encore plus spectaculaire, une paix historique entre Israël et l'Arabie saoudite. Une telle paix ferait beaucoup pour mettre un terme au conflit israélo-arabe. Elle encouragerait d'autres pays arabes à normaliser leurs relations avec Israël. Elle augmenterait les possibilités d'une paix avec les Palestiniens et favorisera une réconciliation plus large entre le judaïsme et l'islam, entre Jérusalem et la Mecque. Between Judaism and Islam, between Jerusalem and Mecca. Bon, il a ajouté que les Palestiniens ne doivent pas avoir un droit de veto sur un accord avec l'Arabie saoudite. Donc là, on voit tout de même, Martine Gozan, qu'il y a des vraies divergences. Cette question palestinienne, comment justement peut-elle apparaître dans un accord entre l'Arabie saoudite et Israël? Mais elle va être complètement court-circuitée. D'abord parce que si effectivement, moi je ne vois pas du tout comment cet accord va pouvoir se mettre en place avec la coalition qui tient en otage Benyamin Netanyahou et grâce à laquelle, d'ailleurs, il a joué de cette coalition, etc. Je ne vois pas, parce que d'un côté, vous le rappeliez quand même, il a des comptes à rendre, MBS, aux Saoudiens. Absolument. Et court-circuiter complètement la question palestinienne, je ne vois pas comment il peut le faire. Il ne peut pas y avoir d'acheminement vers un État ou vers une autonomie élargie, etc. Parce que de toute façon, les Ben Gvir et les Bezalel Smotrich qui sont au pouvoir et qui font tenir cette coalition menacent de la faire s'écrouler. Donc j'ai l'impression qu'il est vraiment... Netanyahou, de toute façon, il est sur un champ de mine. Il est sur un champ de mine puisqu'il y a quand même pratiquement la moitié d'Israël. Les sondages lui sont extrêmement défavorables et sont extrêmement défavorables à son camp et à la coalition qui est au gouvernement. Et tout le monde est dans la rue depuis 8 mois. Mais surtout, moi, je voudrais vraiment revenir. Quand vous disiez que MBS fait à peu près ce qu'il veut, etc., je ne suis pas d'accord. Mais il a besoin du pacte, de l'accord des États-Unis pour qu'ils puissent enrichir l'uranium et se doter du nucléaire civil. Alors, ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Pour lui. On va y revenir justement sur Joe Biden et cette rencontre avec Netanyahou. C'était le 20 septembre dernier. Juste avant, une question encore, Karim Sader, pour revenir sur la posture justement de Benyamin Netanyahou. Le Jerusalem Post, donc il y a quelques jours, titrait que Benyamin Netanyahou annonçait que cet accord allait créer un nouveau Moyen-Orient. Lui, c'est comme ça quand même qu'il le présente. C'est-à-dire que s'il le signait, ça serait une victoire diplomatique pour lui. Bien sûr. Absolument, parce qu'il obtiendrait le blanc-seing de la poursuite de sa politique que l'on connaît, notamment de la colonisation, par la première puissance sunnite, en tout cas d'un point de vue en tout cas politique. Et il a été dit tout à l'heure sur le plateau que MBS a des comptes à rendre vis-à-vis de sa population. Moi, je pense que c'est davantage que sa population qui le presse. C'est aussi la rue arabe. Moi, je pense qu'au contraire, la population saoudienne n'a pas beaucoup d'intérêt sur la question palestinienne. C'est une population jeune, connectée à la mondialisation et qui suit absolument au doigt et à l'œil son dirigeant. Il y a un nationalisme saoudien naissant avec MBS. Moi, je crois que c'est le problème, la contrainte pour MBS, elle est davantage géopolitique. Va-t-il laisser filer la carte palestinienne encore une fois à l'Iran ?
pour que l'Iran se targue une nouvelle fois d'être le porte-parole, je cite, de l'axe de la résistance, c'est ce qui a fait défaut à l'Arabie Saoudite jusqu'à maintenant. Donc s'il obtient cet accord de paix, comme le souhaite Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire un accord tripartite et non pas un accord avec 4 parties qui comprend les Palestiniens, eh bien je pense qu'il va se mettre à dos la rue arabe et qu'il va passer pour donc quelqu'un qui est proche d'Israël au détriment de la cause palestinienne qui va être récupérée par le rival iranien, duquel il essaye pourtant de se rapprocher maintenant. Les États-Unis, donc, on sait qu'ils sont bien sûr clés puisqu'ils sont partie prenante à ces négociations. Vous voyez ces images, on les a vues il y a un instant, de Joe Biden qui a invité Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche. C'était le 20 septembre dernier. Le président américain serait donc prêt à évoquer un traité de défense mutuelle pour aboutir à une normalisation. On va écouter, parce qu'on n'a pas justement véritablement de sonore de Joe Biden, mais on va écouter à nouveau Benyamin Netanyahou. C'était justement lors de cette rencontre avec le président américain. Je pense que sous votre houlette, Monsieur le Président, nous pouvons forger un accord de paix historique entre Israël et l'Arabie Saoudite. Je pense qu'une telle paix nous aiderait grandement à mettre fin au conflit israélo-arabe, à parvenir à une réconciliation entre le monde islamique et l'État juif et à faire progresser une paix véritable entre Israël et les Palestiniens. David Rigouleros, pourquoi Joe Biden pousse-t-il à la signature de ces accords ? Il pousse à la signature de ces accords. Alors que, comme l'a dit d'ailleurs Karim Sader, il ne s'aime pas vraiment Benyamin Netanyahou et Joe Biden ne sont pas très amis. Ils ne sont pas proches du tout, même. C'est un euphémisme. Il y a des tensions, oui, c'est ça, c'est un euphémisme. Mais pour lui, ce serait une victoire spectaculaire parce que les accords d'Abraham étaient apportés au crédit de Donald Trump. Trump qui va se représenter contre Biden. Et donc, ce serait une manière, effectivement, d'asseoir sa légitimité dans la perspective de la campagne en revendiquant une victoire diplomatique spectaculaire. On n'en est pas là, parce que beaucoup de choses sont quand même très compliquées et vous évoquez la question d'un accord sécuritaire. En réalité, et c'est là où la question palestinienne en fait passe au second plan, même si en termes de scénographie elle est avancée, mais en réalité il y a d'autres paramètres. Il y a le premier paramètre que vous évoquez, c'est-à-dire la demande de MBS d'un accord sécuritaire. Il faut rappeler que l'Arabie a été bombardée le 14 septembre 2019 et que Donald Trump, le grand ami d'MBS, n'avait pas réagi. Donc il y a une attente de la part des Saoudiens et puis d'accès à des armements sophistiqués comme le F-35, etc. Et puis un deuxième volet, c'est effectivement la question du nucléaire, et qui va être un problème très sensible, parce que là, il va falloir prendre en compte Israël, évidemment, qui ne souhaite pas une prolifération, même civile. Parce que c'est ce que souhaite en fait MBS, c'est développer le nucléaire civil. Oui, puisque les Émirats, c'est ce qu'ils demandent aux États-Unis. Les Émirats ont déjà une centrale nucléaire. Et lui fait le pari de développer le nucléaire justement dans la perspective de Vision 2030, qui est un des éléments de sortie de la transition énergétique qu'il veut faire. Et évidemment, c'est un sujet ultra sensible compte tenu de la problématique iranienne et pour le caractère dual des technologies, parce qu'il demande des transferts de technologies aux Américains. Et là, évidemment, il y a la prise en compte des intérêts israéliens qui vont rentrer en jeu. Alors, comment expliquer quand même, Clarence, ça vous touche, que Joe Biden ait vraiment fait cette volte-face, alors qu'on se souvient, on va revoir les images de l'affaire Khashoggi, qui est vraiment, à l'époque, Joe Biden avait fait de l'Arabie Saoudite un État paria, et c'était il y a quelques années, c'était pas il y a 20 ans. Cette affaire a été finalement enterrée, et aujourd'hui, MBS donc, apparaît effectivement comme celui qui a une sorte de relation diplomatique avec tous ces pays, donc y compris, bien sûr, les États-Unis. Est-ce que finalement les considérations géopolitiques ont vraiment pris le dessus en ce qui concerne les Américains, et notamment le fait que l'Arabie Saoudite se rapproche de la Chine? Est-ce que ça aussi, ça joue? Vous avez raison de le dire, parce qu'effectivement, Mohammed bin Salman, quand je disais tout à l'heure, il drague tout le monde, et en particulier donc, les Chinois. Et effectivement, l'Arabie Saoudite, et avec justement, on parle truchement de Mohammed bin Salman, on assiste vraiment à une nouvelle ère de relations. Et c'est vrai que vous parliez de Jamal Khashoggi, parce que le 2 octobre prochain, ça fera 5 ans que ce journaliste a été assassiné d'une façon sauvage au consulat d'Istanbul. On a l'impression que, si vous voulez, ça n'a pas existé. Vous voyez, donc alors qu'à l'époque, Joe Biden l'avait vraiment... mais complètement. Il en avait fait un État paria. En tout cas, MBS n'était pas son ami. Et c'est Emmanuel Macron qui a quand même déroulé le tapis rouge. Enfin, c'est lui le premier, d'ailleurs, chef d'État, qui est allé à Jeddah tendre la main à Mohammed bin Salman à l'époque. Mais on le voit depuis quelques mois, on le voit que ce prince héritier Mohammed bin Salman, parce qu'on oublierait même qu'il existe encore le roi n'est pas mort, il est toujours vivant, et il prend, si vous voulez, une envergure pour justement occulter tout ce qui peut déranger
On parle de Jamal Khashoggi, mais il y a également, vous avez des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils ont diffusé des tweets. Vous avez dernièrement une jeune fille, une jeune lycéenne, qui a été emprisonnée 18 ans. Mais il faut en parler de tout cela, parce que là, on est sur la scène internationale, mais Mohammed bin Salman, je veux dire, il a un rôle aussi au sein même donc du royaume, et il faut en parler. Mais ça, effectivement, Joe Biden n'en parle plus, alors qu'on sait à quel point pour lui, au départ, la démocratie, c'était quelque chose d'important. Mais là, on voit bien, Martine Gozlan, que ce sont les considérations géopolitiques qui prennent le dessus, et peut-être justement ce rapprochement entre Riyad et Pékin. Est-ce que c'est ça aussi qui titille les Américains aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce qu'ils veulent revenir sur la scène du Moyen-Orient. Et cette façon, la conclusion, ce pacte de défense mutuelle, ça serait une façon vraiment considérable de revenir, d'être là, d'assurer et d'assumer. Et en fait, Biden a autant besoin de MBS qu'MBS a besoin de Biden. Et il veut conclure. Maintenant, il faut savoir aussi ce qui se passe. Je reviens sur ce qui se passe en Israël. Parce que, par exemple, le chef de l'opposition israélienne, donc, qui a été Premier ministre, le centriste Yair Lapid, il est contre la signature, il est pour la normalisation, bien entendu, entre Israël et l'Arabie Saoudite, quel Israélien ne le serait pas, mais il est contre la conclusion d'un pacte qui permettrait à l'Arabie Saoudite de se doter du nucléaire civil. Compte tenu du fait que, comme de toute façon, le Moyen-Orient, c'est pas la Suisse, ben on ne sait pas un jour, donc, entre quelles mains pourrait tomber ce qui pourrait devenir la bombe des Saouds. Donc, il est contre. Alors, est-ce qu'il dit, lui, il y a un risque pour l'État hébreu? Alors, et certains, par rapport à Netanyahou, disent après tout, Netanyahou serait prêt à s'allier avec le diable pour vraiment faire un coup, pour assurer son avenir politique, alors qu'il est tellement compromis en Israël. Donc ce n'est pas si simple en Israël même. Non, c'est pas simple du tout. Karim Sader, pour en revenir encore sur les motivations de Joe Biden, parce que lorsqu'on parle d'un accord tripartite de défense, c'est un accord finalement qui pourrait ressembler à des pactes militaires comme ceux que peut avoir les États-Unis avec le Japon ou encore avec la Corée du Sud. C'est pas tout à fait clair encore. En tout cas, ce que réclame MBS, c'est très simple et je vais le dire très clairement. Vous voulez que je reconnaisse, que je me rapproche de l'État hébreu. En échange, vous allez devoir me donner un statut régional, une sorte de Yalta dans la région. C'est pour ça qu'il réclame, et qu'on n'aille pas me dire que c'est un programme nucléaire à des fins civiles. Il réclame, en quelque sorte, de recevoir la technologie nucléaire parce qu'il parie sur une acquisition proche de l'Iran de l'arme atomique, et donc ce serait une situation similaire à ce qui s'est passé entre l'Inde et le Pakistan, c'est-à-dire une espèce de système de dissuasion. Donc MBS veut des garanties énormes en échange de ce rapprochement. Pour l'instant, du côté américain, ce n'est pas très clair. Ce qu'on voit, c'est que Joe Biden, qui court à sa réélection, ou en tout cas à la réélection de son camp, est pressé donc de gommer l'héritage de Trump, ça a été dit, en arrachant donc ce fameux traité. Moi, je voulais juste revenir sur la concurrence sino-américaine dans la région. Elle se reflète justement à travers cette différence d'approche, puisqu'on voit les États-Unis courir après un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, et d'un autre côté, on voit l'approche parallèle, c'est celle d'un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous l'égide de Pékin. Et on voit que quelque part, ces deux approches sont contradictoires, car si MBS demain se rapproche d'Israël, en tout cas avec des conditions qui ne sont pas favorables aux Palestiniens, ou en tout cas des mauvaises négociations, il va gâcher ce rapprochement qui, quand même, jusqu'à maintenant, contribue de plus en plus à l'apaisement, parce que le clivage sunnito-chiite pèse lourdement sur la région. Et il s'est fait sous l'égide de Pékin. Et enfin, je voudrais terminer sur ce point, c'est que MBS, vous avez parlé de sa nouvelle posture. Alors effectivement, on voit un MBS qui devient diplomate, qui fait un peu comme son voisin qatari avant, la diplomatie du grand écart. C'est aussi grâce à la question énergétique. C'est, pour le dire ironiquement, malheureusement, c'est le miracle du conflit russo-ukrainien. On ne donnait pas cher de sa peau jusqu'au début de ce conflit. Et or, les États-Unis ont besoin de la pression de la pression saoudienne sur le cours du brut pour diminuer les prix. Et parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite, jusqu'à maintenant, a participé à l'augmentation des cours du brut, ce qui a financé l'effort de guerre des Russes
contre l'Ukraine. Donc il y a cette question énergétique qui fait que MBS a été courtisé et qui a vu effectivement que malgré l'affaire Khashoggi, il a été sollicité par les États-Unis. Aujourd'hui, il veut effacer cette posture belliqueuse qu'il a eue depuis le départ, le conflit au Yémen, l'embargo contre le Qatar, toute cette politique faite d'animosité, et il se présente comme un diplomate qui parle à tout le monde. Il a convoqué Zelensky à un moment, il s'est rapproché de l'Iran, il a réhabilité Assad, et aujourd'hui il discute avec les Israéliens. Mais je pense qu'il ne va pas opter pour un camp directement, c'est trop, ce serait vraiment ruiner cette stratégie pour l'instant qu'il opte et qui lui réussit très bien. Cette stratégie, David Rigoleros peut peut-être rebondir, parce que c'est vrai qu'il a pris des velléités d'indépendance à l'égard des États-Unis sur le prix du pétrole, puisqu'il s'est allié avec la Russie pour justement maintenir le brut à un prix important. Il s'est rapproché de la Chine, qui, donc, vient de l'expliquer Karim Sader, est à l'origine de l'accord, en plus, avec l'Iran en ce qui concerne le Yémen. Il y a également, manifestement, un accord avec la Chine sur la technologie chinoise, Huawei, qui peut-être dérange un peu les Américains. Enfin, en tout cas, il a pris vraiment des libertés à l'égard de son allié américain. Oui, alors ça, on va dire que c'est un phénomène régional. Il y a une forme d'autonomisation des acteurs régionaux. Et l'Arabie Saoudite, en premier lieu, n'échappe pas évidemment à cette évolution, même si c'est beaucoup plus marqué dans son cas, parce qu'effectivement, il prend des distances, il prend des libertés, on va dire, au sens propre du terme, avec ce qui étaient ses contraintes initiales. Il faut rappeler qu'avec la Chine, il a quand même signé, lorsque Xi Jinping est venu en décembre dernier, il a signé un partenariat stratégique avec la Chine, qui est son premier client pétrolier. Donc on voit bien que tout ça, il y a effectivement une redistribution des cartes et des relations multifactorielles qui fait qu'il ne veut pas se sentir prisonnier, on va dire, d'accords précédents ou d'engagements géopolitiques univoques, comme c'était le cas avec les Américains. Et c'est ça qui fait l'embarras des États-Unis aujourd'hui, justement, parce qu'ils diversifient ses relations. Ce ne sont pas forcément des alliances. Donc en fait, Biden a envie de le recontrôler un peu plus. Oui, mais le problème, c'est qu'il a les moyens de son émancipation. On le voit bien avec la question énergétique. Et donc, c'est bien le problème, effectivement, qui est posé à Washington aujourd'hui. Et ça explique cette multiplication de relations diversifiées, qui ne sont pas des alliances au sens strict du terme, qui sont on va dire des relations occasionnelles, mais qui sont opportunistes, mais géopolitiquement très utiles pour lui. Clarence, oui, alors un mot quand même sur l'Iran, puisqu'on en parle de l'Iran. Le président iranien Raisi a tout de même réagi, on va l'écouter. Nous pensons qu'une relation entre les pays de la région et le régime sioniste serait un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien et de la résistance palestinienne. Voilà ce qu'a pu dire donc le président iranien. Donc, et d'ailleurs MBS qui lui a dit que si effectivement l'Iran se dotait de l'arme nucléaire, il l'a dit dans la même interview, il ferait la même chose. Donc ça c'est aussi la menace qu'il brandit. C'est pas parti pour être apaisé quand même. On ne part pas pour un accord de paix, franchement. Donc ça va être un peu compliqué. Et en même temps, il y a eu un accord quand même justement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sur le Yémen. Oui, bien sûr. Donc, mais est-ce que c'était pas aussi une espèce de coup d'éclat souvenons-nous, c'était aussi orchestré. C'était sous la houlette de Pékin, tout ça aussi. Donc, c'est extrêmement. En fait, je veux dire, il y a deux mondes qui se superposent. Il y a le monde de la géopolitique, il y a le monde de l'idéal, ce que vous évoquiez, vraiment l'ouverture avec ce plan, etc. C'est ça. Et puis, en fait, il y a l'éléphant dans la pièce, comme on dit toujours en Israël, c'est la question palestinienne. Et je voudrais bien quand même y revenir une seconde, parce que bon, je reviens de reportage en Israël. Et là, on voit Ebrahim Raisi qui gonfle les muscles, etc. Mais ils ont quand même montré un missile lors de leur dernière parade qui s'appelle le Victorieux et qui a une portée de 1400 km. Israël, là, vient de sortir des armements absolument extraordinaires, une technologie high-tech formidable. On voit que l'Allemagne, aujourd'hui, a conclu, a finalisé la vente du bouclier antimissile Arrow 3. Mais pourquoi je reviens, j'ai assisté effectivement à des démonstrations, à des présentations de ce high-tech technologique dans le quartier général vraiment de l'industrie de l'armement israélienne. Et en même temps,
J'ai été là où finalement on nous disait de nous coucher par terre dans le bus au cas où où il y aurait eu des tirs. C'était sur la route 60 qui traverse toute la Cisjordanie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour montrer qu'il y a eu donc un bilan à chaque virage, c'est une hémorragie. La route 60 qui traverse toute la Judée, la Samarie, comme on dit en Israël selon les termes bibliques, et il y a des morts toutes les semaines. On parle même plus d'intifada, c'est une intifada tous les jours. Donc, c'est pour ça que la question palestinienne, ça reste l'éléphant dans la pièce. Donc aujourd'hui, on veut nous montrer que l'éléphant, c'est qu'on sort chamarré, c'est la normalisation. Mais comment cette normalisation pourrait-elle se faire sans une résolution quand même un peu plus spectaculaire de l'amélioration du sort des Palestiniens, tout en sachant qu'ils sont complètement manipulés par le Hamas, dont ils veulent plus d'ailleurs à l'intérieur de Gaza, par les groupes armés terroristes à l'intérieur de Naplouse et de Jenin. Voilà. Et moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on parle de cet accord, qui n'est pas encore signé, voilà, mais voilà, j'ai presque envie de dire que le gagnant, là, en fait, c'est le prince héritier Mohammed bin Salman, parce qu'il revient sur la scène internationale en tant que diplomate, c'est ce que disait justement Karim Sadek, on ne l'entendait pas. Et puis surtout, c'est ce que disait tout à l'heure David Rigoulet-Rose, c'est que tout se fait maintenant d'une façon ostentatoire. Avant, moi j'ai connu cette Arabie Saoudite où on n'osait pas répliquer, alors que là, tout est maintenant, si vous voulez, au vu et au su de tout le monde. Alors c'est pour ça que je Fox dis... News tout le temps, quoi. C'est un petit peu ça. Donc effectivement, le jeu. C'est le jeu. Mohammed bin Salman marque des points. Il marque des points. Un mot, Karim Sader, justement, pour revenir sur cette normalisation-là, où je crois qu'on a bien compris les cartes et qu'on voit bien la complexité. Sur le positionnement de l'Iran, justement, quand on voit ici coup de poignard dans le dos des Palestiniens, compte tenu de ce que vient de dire justement Martine Gozlan, comment est-ce que l'Iran pourrait laisser l'Arabie Saoudite effectivement se doter du nucléaire civil? Comment l'Arabie Saoudite, et puis les Américains, qui ne souhaitent évidemment pas, et Israël encore moins, que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Enfin, les tensions sont quand même extrêmement vives, donc c'est effectivement étrange de parler de normalisation. Mais l'un peut aller avec l'autre. Alors, lorsqu'on écoute justement les mots du président de la République islamique, on voit bien qu'il réopte pour cette sémantique de résistance palestinienne, d'axe de la résistance, l'entité sioniste, etc. Donc on voit bien quelque part qu'il y a un raidissement dès lors qu'il est question d'une normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, un raidissement de la position iranienne. Or, aujourd'hui, MBS a besoin d'un apaisement avec l'Iran. C'est important, ça, de le souligner. Parce que force est de constater que depuis qu'il est apparu sur la scène, toute la logique de confrontation qu'il a menée face à la République islamique a été un échec. Du Liban jusqu'au Yémen, en passant par l'Irak et la Syrie, dès lors qu'il a été question d'une confrontation, d'une politique belliqueuse à l'égard de Téhéran, l'Arabie Saoudite a perdu. Voilà. Donc aujourd'hui, le MBS veut qu'il y ait un apaisement. Et le problème, c'est que si il négocie mal ses accords avec Israël et s'il se jette dans les bras de Netanyahou, le problème, c'est que la position iranienne va se replier davantage sur elle-même et il va faire de l'Iran ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire la confrontation, la guerre. L'Iran, justement, oui. Ce qui serait intéressant quand même, parce qu'on parle, vous voyez, d'Israël, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. Mais que pensent donc les pays arabes ? Parce que les pays arabes, sur la question palestinienne, on le voit très bien là. Il y a la Ligue arabe notamment, qui, par exemple. Voilà. Hein, on les entend pas. On ne les entend pas. Si, on entend les déclarations horriblement antisémites du président tunisien Kais Sayed, qui a complètement... C'est un peu facile de dire qu'il a pété les plombs, mais enfin, quand il raconte que l'ouragan, la tempête Daniel qui s'est déversée sur la Libye, c'est un complot sioniste, et de Abraham Daniel, tout ça, c'est très clair, c'est ce qu'il a dit. Il a convoqué même son cabinet pour le proclamer Urbi et Orbi. Donc, si vous voulez... il y a quand même des pays qui jettent de l'huile sur le feu. Et la Tunisie, la malheureuse Tunisie, parce qu'elle n'a pas besoin de ça, la Tunisie, elle n'a pas besoin des déclarations de Kais Sayed, elle voudrait bien s'en sortir, hein. Mais ou l'Algérie qui, elle aussi, jette de l'huile sur le feu, attire l'arigot. Donc la question palestinienne, c'est aussi... depuis
très 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 longtemps, je me demande si elle n'a pas cessé d'être une cause pour devenir un alibi qui cache ce qu'un très grand Libanais appelait le malheur arabe. Ce Libanais qui a été assassiné en... Hariri ? Non. Un écrivain. Un écrivain, oui, j'ai oublié son nom. Oui. Juste un mot, puisqu'il nous reste 5 minutes, un mot de conclusion, justement, un tour de table, David Rigoulet-Rose. Donc, est-ce qu'il va y avoir effectivement là un peu de politique fiction, est-ce qu'on va vers un accord ou pas, tripartite, donc entre les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite ? On n'en est pas là, mais c'est souhaité par Benjamin Netanyahou, c'est très fortement souhaité aussi par Joe Biden. C'est modestement souhaité par Mohammed bin Salman parce qu'il veut capitaliser en fait sur les attentes de ses interlocuteurs. Et il sait très bien qu'il ne faut pas aller trop vite. Il veut montrer qu'il est très engagé, très proactif, mais en même temps, il y a une certaine prudence. On le voit bien. Et effectivement, la question, le rapport avec l'Iran est un volet important parce que lui, son obsession, Mohammed bin Salman, c'est la réussite de son plan Vision 2030. C'est ça son obsession. Et il sait que par rapport à ce qui est à l'origine du rapprochement avec l'Iran, il sait que ça passe par une pacification régionale minimale. Et cette question palestinienne, elle peut parasiter effectivement cette logique de déconfliction qu'il a souhaité mobiliser avec Téhéran. Donc c'est très très compliqué quand même. Karine Sader, justement, un mot de conclusion là-dessus. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, MBS veut, par rapport à la normalisation, non, c'est pas pour demain du tout. Je pense que MBS continue à montrer des signes de bonne volonté. Ils finiront par y arriver, parce que sinon, ils n'auraient jamais, et c'est important de souligner ce point, ils n'auraient jamais laissé le royaume de Bahreïn, qui, je le rappelle, est quand même l'extension du royaume saoudien. Il était question même de fusionner les territoires il y a encore quelques années. Ils n'auraient jamais laissé Manam à Bahreïn aller signer avec les Israéliens s'il n'y avait pas des velléités tôt ou tard. Mais je pense qu'aujourd'hui, le timing, il y a une différence de timing entre les acteurs qui est très importante. Et pour l'instant, ce timing n'est pas du tout favorable au prince héritier. Il a au contraire intérêt à garder tous les pions entre ses mains et se laisser courtiser et capitaliser au maximum sur cette question. Merci beaucoup, Karim Sader, Martine Gozlan, merci Clarence Rodriguez, David Rigoulet-Rose. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et également en podcast. À demain.